Bonjour. Ceci est la première vidéo du 22e chapitre de Crystal Clear Electronics 2. Dans les épisodes précédents, vous avez été initié au système d'exploitation embarqué, et maintenant, nous allons vous présenter l'un des systèmes d'exploitation les plus utilisés dans l'industrie, FreeRTOS. Le chapitre a été rédigé par Kesaba Apro et relu par Peter Girgas. La vidéo sera accompagnée par Sabolc Vereb, un ingénieur électricien qui travaille actuellement comme maître de conférence adjoint à l'Université de technologie de Budapest. Si j'ai bien compris, vous travaillez principalement dans l'électronique de puissance. C'est exact. C'est mon domaine d'expertise. Cependant, dans les convertisseurs de puissance modernes, nous utilisons également des microcontrôleurs, et comme leur contrôle est une tâche très multitâche, nous nous appuyons généralement sur un certain type de système d'exploitation embarqué. C'est particulièrement vrai dans les applications automobiles, par exemple, pour un chargeur embarqué. Mais puisque tu m'as si bien présenté, je vais essayer d'en faire autant. À côté de moi se trouve Edith Kovacs, une ancienne élève du lycée de Chombately, que vous connaissez peut-être déjà grâce à nos vidéos précédentes. Je pense qu'on devrait arrêter de perdre du temps et passer aux choses sérieuses. L'un des principaux avantages de FreeRTOS est sa simplicité, ce qui se traduit par sa petite taille puisqu'il tient dans quelques fichiers d'entête et de sources courts et bien structurés. Un autre aspect positif est qu'il est gratuit, ce qui en fait un choix populaire aussi bien pour les petites que pour les grandes entreprises à travers le monde. Nous vous conseillons de préparer votre carte de développement avec l'écran OLED devant vous et d'ouvrir l'environnement de développement STM32 Cube IDE pendant que vous suivez les vidéos et les exemples de ce chapitre. Dans le cas où un microcontrôleur ou un processeur doit effectuer de nombreuses tâches, par exemple dans une voiture, il est beaucoup plus rapide de développer ce type de logiciel complexe en utilisant un système d'exploitation, car l'OS gère la mémoire et le processeur. Un autre défi est que certaines tâches doivent être exécutées dès que possible, tandis que d'autres peuvent être réalisées plus tard. Ce problème est connu sous le nom de gestion des priorités. Le moment d'exécution des tâches peut varier selon les différents environnements embarqués. Une voiture doit réagir aux changements en quelques millisecondes, tandis que dans le cas d'un processus chimique lent, il y a généralement beaucoup plus de temps pour intervenir. L'avantage des systèmes d'exploitation est que vous pouvez créer des tâches, ou en d'autres termes, des threads, et un programme appelé ordonnanceur va les exécuter les unes après les autres, selon une méthode spécifique. Si vous observez l'exécution avec du recul, il semble qu'une exécution parallèle des tâches ait lieu à l'intérieur du cœur du processeur du microcontrôleur. Nous avons appris que le processeur exécute les instructions de manière séquentielle, mais pour rassurer tout le monde, ce n'est pas différent cette fois-ci. Seul l'ordonnanceur exécutera ces tâches de telle sorte que, pendant qu'une tâche attend quelque chose, comme un périphérique ou qu'un certain temps s'écoule, une autre tâche ait la possibilité de s'exécuter. Un autre cas se présente lorsque le quantum de temps, c'est-à-dire la période pendant laquelle la tâche en cours est autorisée à s'exécuter, arrive à son terme, ce qui pousse l'ordonnanceur à passer à une autre tâche. Si nous utilisons un système d'exploitation dans notre système embarqué, nous n'avons pas à nous soucier de recalculer le minutage de certaines tâches dans chaque nouveau programme, ni de prioriser l'ordonnancement de chaque tâche, car le système d'exploitation s'en charge pour nous. Et maintenant, voyons comment nous pouvons utiliser FreeRTOS sur la carte de développement à microcontrôleur STM32. Ouvrons STM32 Cube IDE et importons le projet Blinky de la leçon 22. Une fois que cela est fait, nous devons ajouter FreeRTOS. Cela peut être fait en sélectionnant FreeRTOS dans l'interface CubeMX et en choisissant CMSIS V2 dans le menu déroulant. Avec quelques ajustements, les paramètres par défaut nous conviendront parfaitement. Dans les paramètres du cœur du système, sous l'onglet 6, changez la source basée sur le temps en TIM1. Ceci est nécessaire car FreeRTOS, qui s'appuie sur le minuteur interne appelé SysTick pour gérer le minutage du système d'exploitation utilisé par des fonctions comme osDelay, osDelayUntil et xTaskGetItCount, fonctionne indépendamment des méthodes hal telles que halDelay et halGetIc qui sont basées sur les interruptions de TIM1. Pour cette raison, nous ne pourrons plus utiliser le minuteur TIM1 pour toute autre tâche à l'avenir. Enregistrons le projet et générons le code.
Si tout a été fait correctement, nous verrons un tout nouveau dossier appelé middlewares dans l'explorateur de projet qui contiendra le sous-dossier FreeRTOS. Si nous regardons à l'intérieur de ce répertoire, nous verrons qu'il contient quelques fichiers d'entête et fichiers sources. Il peut être un peu trompeur de voir le nom du dossier FreeRTOS ici, mais en réalité, l'API CM6 RTOS a également été incluse dans notre projet lors de la génération du code. C'est un peu comme HAL, sauf que ce n'est pas une couche d'abstraction matérielle, mais une couche d'abstraction pour le système d'exploitation temps réel, RTOS. Si nous utilisons systématiquement uniquement les fonctions CMSIS RTOS dans notre code source, alors en principe, nous pourrions faire tourner un autre RTOS en arrière-plan à la place de FreeRTOS. Notre code fonctionnerait toujours de la même manière. Toutes les fonctions qui commencent par OS font partie de CMSIS RTOS, mais en réalité, ces appels de fonctions invoquent tout de même les fonctions FreeRTOS en arrière-plan. Dans la suite, nous supposerons que FreeRTOS fonctionne en dessous de CMSIS RTOS. Dans FreeRTOS, un thread peut avoir 4 états, comme illustré à l'écran. Si vous les regardez avec du recul, vous pouvez les classer en 2 grands groupes. Un état principal est l'état d'exécution et l'autre est l'opposé, l'état de non-exécution. L'état dans lequel une tâche n'est pas en cours d'exécution peut être divisé en 3 parties. L'un est prêt, un autre est suspendu, et le troisième est l'état bloqué. Lorsque le processeur est libre, la tâche en état prêt ayant la priorité la plus élevée sera sélectionnée pour s'exécuter. La seule façon de placer le thread dans l'état suspendu est que le programmeur appelle la fonction appropriée, qui est vtaskSuspend. La seule façon de sortir une tâche de cet état est d'appeler vtaskResume. Les deux fonctions ont le même paramètre requis, la variable qui contient la structure de descripteur de la tâche. Le troisième état est l'état bloqué, ce qui signifie que la tâche attend un événement. L'exemple le plus simple est lorsque la fonction vtaskDelay est appelée. Cela place la tâche en cours d'exécution dans l'état bloqué jusqu'à ce que le temps spécifié se soit écoulé. Cette fonction est la fonction d'attente de FreeRTOS, qui fonctionne différemment de la fonction shallDelay. Nous en discuterons plus en détail plus tard. La partie la plus importante du système d'exploitation est un ordonnanceur qui décide, selon un algorithme choisi, quelle tâche peut s'exécuter sur le processeur. Les deux méthodes d'ordonnancement les plus couramment utilisées sont l'ordonnancement préemptif et l'ordonnancement par partage du temps. La première distingue les tâches en fonction de leurs différentes priorités, tandis que la seconde suppose que toutes les tâches ont la même priorité. Bien sûr, les tâches peuvent également avoir la même priorité dans le premier cas. La seconde méthode est en réalité un cas particulier de la première, où toutes les tâches ont la même priorité. Dans le cas de la méthode d'ordonnancement préemptif, si une tâche prête à s'exécuter a une priorité plus élevée que la tâche actuellement en cours, alors c'est la tâche de priorité supérieure qui utilisera le processeur à la place de la tâche en cours. Cependant, si une tâche de priorité égale ou inférieure devient prête, la tâche en cours continuera de s'exécuter. Avec un ordonnancement par partage du temps, chaque tâche se voit attribuer un quantum de temps prédéfini pendant lequel elle a le droit d'utiliser le processeur, qu'elle en ait besoin ou non. Si la tâche n'a rien à faire ou se termine avant l'expiration de son quantum de temps, elle peut volontairement céder le temps d'exécution qui lui reste. Dans ce cas, l'ordonnanceur s'exécute immédiatement et la tâche suivante commence à s'exécuter. Dans ce cas, aucune priorité n'est prise en compte et les tâches utilisent le processeur les unes après les autres dans un ordre strict. Il est important de noter qu'en cas de partage du temps, si une tâche ne se termine pas pendant son quantum de temps, la tâche suivante dans la file sera tout de même autorisée à s'exécuter. En général, les types d'ordonnancement préemptif et à partage du temps sont utilisés simultanément. Cela signifie que l'ordonnancement est essentiellement préemptif, basé sur les priorités, mais qu'un fonctionnement à partage du temps est utilisé entre les tâches prêtes à s'exécuter avec la même priorité.
Ces méthodes d'ordonnancement et de nombreuses autres fonctionnalités peuvent être activées ou désactivées dans le fichier config.h de FreeRTOS en créant des définitions commençant par config use et en leur attribuant les valeurs appropriées. Nous n'avons pas besoin d'activer l'ordonnanceur à partage du temps pour l'utiliser, car le système d'exploitation utilise ce type d'ordonnancement par défaut. Si nous voulons le désactiver explicitement, nous pouvons le faire en utilisant la directive define config use time slicing 0. L'autre option d'ordonnancement est la définition config use preemption qui peut être activée ou désactivée en utilisant les valeurs 0 ou 1. Celle-ci est actuellement définie avec une valeur de 1, donc nous utiliserons également cette configuration. Pour simplifier, dans nos programmes d'exemple, chaque tâche aura un niveau de priorité différent, mais dans le cas de FreeRTOS, plusieurs tâches peuvent avoir la même priorité. Après avoir généré le code, comme dans nos programmes précédents, nous devons d'abord examiner le fichier main.c, car il s'agit du point d'entrée de notre programme. Dans ce fichier, après les sections de configuration et d'initialisation, nous pouvons voir 3 nouvelles lignes de code qui diffèrent de l'habitude. La fonction d'initialisation du noyau de l'OS initialise le noyau FreeRTOS, comme son nom l'indique. Le noyau est le composant central du système d'exploitation. La fonction mx FreeRTOS init crée les tâches en éditant CubeMX ainsi que d'autres services spécifiques à l'RTOS. La dernière fonction démarre l'ordonnanceur qui contient le thread d'inactivité de plus basse priorité ainsi que les autres que nous avons créés lors de l'initialisation des tâches. La tâche d'inactivité s'exécute chaque fois que le processeur n'a pas d'autres tâches utiles à exécuter à ce moment-là. Après tout, le processeur doit continuer à exécuter des instructions même dans les situations où il ne fait que rester inactif, en attendant que de nouvelles tâches ou événements surviennent. FreeRTOS offre une fonctionnalité qui permet, lorsque la tâche d'inactivité s'exécute, d'utiliser une fonction de rappel pour placer le microcontrôleur en mode veille basse consommation, réduisant ainsi de manière significative la consommation d'énergie globale pendant les périodes d'inactivité. Nous en avons discuté en détail dans le chapitre 20. Créons notre premier programme basé sur FreeRTOS que nous appellerons Blinky. Pour cela, nous allons modifier légèrement le projet Blinky du cours 22 afin de faire clignoter les 4 LED connectés au panneau de développement selon un motif de chenillard en les allumant une à une puis en les éteignant dans le même ordre, le tout de manière périodique. Bien sûr, pour un programme aussi simple, il n'est pas nécessaire d'utiliser un système d'exploitation embarqué, mais des exemples de base comme celui-ci sont le moyen le plus simple de comprendre les ressources et les fonctionnalités de FreeRTOS. Dans l'interface CubeMX, allons de nouveau dans l'onglet FreeRTOS, puis modifions la tâche par défaut sous l'onglet Tâches et file d'attente en double-cliquant dessus. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez configurer les paramètres de la tâche. La section du nom de la tâche est l'endroit où nous devons saisir le nom que nous souhaitons utiliser pour identifier notre tâche. Ce nom peut être récupéré à l'exécution et utilisé pour le débogage. Dans le champ de priorité, vous pouvez définir la priorité de la tâche. Pour FreeRTOS, la priorité la plus basse est 0. La priorité la plus élevée est déterminée par la définition config.maxPriorities-1. La définition config.maxPriorities se trouve dans le fichier freertos.config.h. Sa valeur par défaut est 56, ce qui signifie que la priorité maximale utilisable est 55. En attendant, vous ne pouvez sélectionner que parmi ces options dans le menu déroulant. Il est clair que chaque option commence par OS, donc elles font toutes partie de l'API CM6. Les éléments de la liste font partie de l'énumération OS Priority T que vous pouvez trouver dans le fichier cmsISO-s2.h. La priorité la plus basse est OS Priority Idle, la plus haute est OS Priority Realtime Set. Cette section doit être laissée à la valeur par défaut OS Priority Normal.
La taille de la pile détermine la taille de la pile de la tâche. Cette zone mémoire contient les variables locales et peut également stocker des données lors des appels de fonctions exécutés par la tâche. Vous devez vous rappeler que la taille de la pile n'est pas spécifiée en octets. La taille de données que le microcontrôleur peut traiter en une seule opération s'appelle un mot. Pour un microcontrôleur 8 bits, un mot équivaut à un octet, tandis que pour notre microcontrôleur STN32 32 bits, un mot équivaut à 4 octets. Nous laisserons la taille de la pile au paramètre par défaut de 128 mots, soit 512 octets. La chaîne saisie dans le champ de fonction de saisie sera le nom d'une fonction qui implémente techniquement la tâche. Appelons-le BlinkyTask. Dans la section des options de génération de code, il y a deux choix possibles, par défaut ou en tant que faible. Dans le cas par défaut, l'implémentation de la fonction de la tâche sera placée dans le fichier freertos.cac, tandis que si nous choisissons l'option en tant que faible, seul un prototype faible et substituable de notre fonction sera généré, et vous pourrez placer l'implémentation réelle où vous le souhaitez. Gardons ce paramètre sur la valeur par défaut. Dans la section des paramètres, il est possible de passer un paramètre arbitraire lors de la création d'une tâche, mais comme nous ne voulons pas utiliser cette option, laissons-la à nul. Dans la section d'allocation, deux options sont disponibles, l'allocation statique de mémoire et l'allocation dynamique de mémoire, chacune ayant ses propres cas d'utilisation. Dans le cas statique, la mémoire est allouée pour stocker la pile et d'autres données de la tâche avant la compilation. En pratique, le générateur de code crée un tableau de la taille exacte nécessaire pour contenir cette quantité de données. Si nous choisissons l'option d'allocation dynamique de mémoire, la réservation de mémoire se fera dynamiquement pendant l'exécution du programme à l'aide de la fonction malloc. L'avantage de cette méthode est qu'elle n'utilise pas de RAM tant que la tâche n'est pas lancée, et si la tâche est supprimée pendant l'exécution, la mémoire qu'elle utilisait est libérée. L'inconvénient est que si de nombreuses tâches sont créées et supprimées pendant l'exécution, la quantité de mémoire libre va fluctuer, ou il se peut qu'il n'y ait pas assez de mémoire disponible dans le système au moment où vous souhaitez créer la tâche. Une réservation statique est plus prévisible puisque la mémoire est déjà réservée, mais elle ne peut pas être utilisée même si la tâche n'est pas en cours d'exécution ou a été supprimée. Comme nous écrivons un programme simple, nous pouvons utiliser l'option dynamique. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications apportées à la tâche, puis régénérer le code. Ensuite, trouvons le fichier freertos.c qui contient la déclaration et la définition de notre fonction BlinkyTask. Avant de continuer la programmation, passons en revue les modifications qui ont été apportées. Nous pouvons accéder à notre thread en faisant référence à BlinkyHandle, qui est une variable globale dans ce fichier C. C'est nécessaire car elle doit être accessible depuis toutes les tâches et fonctions du fichier. À l'avenir, nous travaillerons presque toujours dans le fichier freertos.c, car tous les objets spécifiques à freertos doivent être créés ou déclarés ici. Avant de commencer à coder, nous devrions en savoir un peu plus sur la macro PDMS DTX. Cette macro est utile, par exemple, lorsque nous voulons créer un délai dans une tâche en appelant la fonction vTaskDelay. Le paramètre de période de temps donné en millisecondes est converti en une valeur de tick utilisée par le noyau. Par défaut, la fréquence de génération d'interruptions pour la base de temps du système d'exploitation est fixée à 1000 Hz. Cela signifie que 1000 interruptions se produisent chaque seconde. En d'autres termes, une interruption est générée chaque milliseconde. On peut donc dire que la base de temps du tick du noyau est d'1 milliseconde.
Ce taux de tic définit la résolution temporelle de l'ordonnanceur, ce qui influence la façon dont les délais sont mesurés pour toutes les tâches. Vous pourriez alors vous demander, à juste titre, pourquoi nous compliquons les choses alors que nous pourrions simplement écrire le temps d'attente directement dans le paramètre de la fonction. Et oui, nous pouvons le faire. Mais si nous changeons plus tard la fréquence de l'ordonnanceur, disons d'1 milliseconde à 5 millisecondes, le délai augmentera. Chaque attente prendra alors 5 fois plus de temps. Cela signifie que les valeurs de délai codées en dur peuvent devenir peu fiables si le taux de tic change. L'utilisation de cette macro permet d'éviter cela. La déclaration de la fonction qui implémente la tâche, appelée BlinkyTask, se trouve en bas du même fichier. Une tâche se compose généralement de deux parties. La première partie est la phase d'initialisation qui ne s'exécute qu'une seule fois. La seconde partie est une boucle infinie qui s'exécutera jusqu'à ce que nous suspendions l'exécution de la tâche ou que nous terminions la tâche elle-même. L'exécution de chaque thread est démarrée ou mise en pause par l'ordonnanceur dont nous avons déjà parlé. Cela résout le problème d'avoir plusieurs threads, c'est-à-dire plusieurs boucles infinies s'exécutant en même temps. Dans la boucle infinie, écrivons l'algorithme pour notre chenillard. Nous l'avons déjà fait en utilisant une boucle for combinée à une structure switch case. Bien sûr, il existe de nombreuses façons d'implémenter l'effet chenillard. N'ayez pas peur d'essayer vos propres idées et solutions. Dans ce code, vous pouvez rencontrer une nouvelle fonction que nous n'avons pas encore utilisée, appelée vTaskDelay. Cela va suspendre l'exécution de la tâche BlinkyTask pendant la durée spécifiée en paramètres. C'est ici que la macro PDMS2KX devient importante, comme nous l'avons évoqué précédemment. En appelant la fonction vTaskDelay, nous informons l'ordonnanceur que nous souhaitons placer notre tâche dans l'état bloqué pour une certaine durée. En conséquence, l'ordonnanceur s'exécute immédiatement, et pas seulement à la fin du créneau temporel actuel, et sélectionne la tâche prête à s'exécuter ayant la plus haute priorité. Nous devrions essayer notre code. Je vais rapidement téléverser le binaire sur la carte de développement. Oui, le code est en cours de compilation. La carte est en train d'être programmée, et comme vous pouvez le voir, la LED sur la partie programmation clignote. Et lorsque la programmation est terminée, vous pouvez voir les LED s'allumer joliment, puis, une par une, elles s'éteignent. Nous avons donc obtenu l'effet souhaité. Je pense que le logiciel fonctionne vraiment comme nous le voulions. Nous allons maintenant nous dire au revoir, mais rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous utiliserons des sémaphores pour éliminer les rebonds des boutons poussoirs. Au revoir. Au revoir.